Là où les travailleurs se battent, nous devons être présents. Mais même là où tu n'as pas la religion au pouvoir, les femmes sont opprimées. Les peuples opprimés ont lutté pour leur liberté, pour leur indépendance, contre ce système d'exploitation capitaliste. Celui qui croit à la parole dans la politique n'est qu'idiot sans espoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Marx, la lutte et nous, le podcast engagé et militant du Parti socialiste de lutte, Linksocialistische Partei. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas, journaliste à Lutte socialiste. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Jérémia, militant PSL et enseignant. Bonjour Jérémia. Hello tout le monde. Alors, comme vous le savez tous, les élections communales ont eu lieu le 13 octobre. Et maintenant que la poussière de la foire d'empoigne des coalitions est retombée, il est désormais temps de tirer quelques conclusions de cette dernière échéance électorale. Bien que communale, qu'est-ce que nous apprennent ces élections de manière générale sur la situation politique en Belgique et particulièrement sur les autres élections régionales, fédérales et provinciales, Nicolas ? Oui, donc en fait, les élections, c'est important de garder en tête que finalement, c'est un instantané. Ça donne une photographie à un moment donné d'un état d'esprit et aussi que en fait, la politique ne se résume pas à ça. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de voir l'importance de ces résultats pour la lutte sociale, pour la défense de nos droits, de nos conquêtes sociales, et évidemment, pour le type de projet de société qu'on veut défendre et pour lequel on lutte. J'ai sous les yeux l'édition spéciale du magazine Syndicat de la FGTB. J'invite tout le monde à le demander auprès de sa délégation syndicale ou auprès des différents bureaux de la FGTB, qui est intitulé « Antisocial, droits sociaux, pouvoir d'achat, conditions de travail, le projet de Wever Boucher, détruire notre modèle de société ». En fait, ce qu'on a eu avec la victoire de la droite et ce qui est en train d'être discuté par la coalition qu'on appelle Arizona, la probable future coalition fédérale, c'est un projet extrêmement dur, c'est un projet extrêmement antisocial et inhumain. En fait, c'est le pire paquet, le pire catalogue des horreurs. En fait, on arrive tout près d'Halloween, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. On est dans un slasher pour nos droits sociaux, pour nos conquêtes sociales, qui est extrêmement brutal. Et dans lequel, et c'est notamment en relation avec les élections communales, on parle par exemple de la suppression de la limitation dans le temps des allocations de chômage à 2 ans. Ça, la FGTB a calculé que ça voudrait dire 90 000 personnes qui iraient vers le CPAS. Alors, 90 000 personnes exclues des allocations de chômage, ça ne veut pas dire 90 000 personnes nécessairement vers le CPAS. Il y a des personnes qui disparaissent un peu des radars. On parle, et la droite a fait campagne pendant les élections communales sur la mendicité, sur la toxicomanie. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Et en fait, le projet fédéral, c'est une société du chacun pour soi. C'est une société où on va écraser les plus faibles, tout ça pour continuer à alimenter la machine à profit de la classe capitaliste, en fait, qui est de plus en plus riche ici en Belgique. Et ce programme antisocial, en fait, quelque part, la probabilité de le voir arriver au niveau du fédéral, elle a été renforcée par le résultat au niveau communal. Donc ici, on va particulièrement discuter de ce résultat au niveau communal, mais c'est vraiment très important de garder en tête qu'on est dans une séquence où on a déjà la droite au pouvoir avec le gouvernement MR-NVA à la région Wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a déjà la droite au pouvoir avec le gouvernement flamand qui vient d'être constitué. Mais au niveau du fédéral, c'est ce qui est en train d'être préparé. Et il y a tout un tas de communes où ces politiques antisociales vont être menées. Et même dans les cas où on va avoir des communes moins à droite, la question des moyens pour faire face aux multiples crises sociales à laquelle est confrontée la population, c'est une question qui va être de première importance. Alors, un deuxième point de contexte, c'est également le fait que le vote obligatoire en Flandre est tombé pour ces élections-ci. Contrairement à 2018, donc, il y avait la possibilité de ne pas venir voter et donc de ne pas être sanctionné pour cela. Et ça, c'est immédiatement traduit par une très grande abstention. Donc, le taux de participation de personnes qui ont été votées est de 63% en Flandre. Et donc, ça démontre que finalement, un peu ce cirque politique que beaucoup ressentent en fait
notamment à travers le fait que les programmes ne sont pas respectés, que les coalitions qui sont faites après les élections sont parfois des coalitions contre nature, etc. Mais tout ça, en fait, a un impact sur la population. En tant que Belge, évidemment, on voyait souvent les Français en disant « Oh, regardez, là-bas, ils n'ont plus confiance en la politique. D'ailleurs, ça se voit avec le taux d'abstention à chaque fois qui est plus important, etc. » En fait, on voit qu'en Belgique, on n'est pas du tout imperméable à ça, en fait. Il y a une très grande méfiance vis-à-vis du personnel politique. En Wallonie, ça s'est vu d'une autre manière, puisque le vote est toujours obligatoire pour les communales. Il y a eu 22,7% de l'électorat qui a voté nul ou blanc. Et donc ça démontre encore une fois cette méfiance et cette critique finalement vis-à-vis de la démocratie bourgeoise dans laquelle nous vivons. Alors, pour rappel quand même, à la base, les élections, ça a été un des conquis en fait de la classe ouvrière qui s'est battu en fait contre l'ancien système qui était le vote censitaire, qui était littéralement un vote pour les riches, donc en fonction de la richesse, du nombre d'enfants, etc. On avait plusieurs voix pour pouvoir peser dans les décisions. Et en fait, une fois qu'on a finalement réussi à obtenir ce conquis, immédiatement, ça a été utilisé en son contraire, c'est-à-dire que les politiciens, les représentants de la bourgeoisie ont immédiatement compris que c'était évidemment possible de continuer à maîtriser la situation en maîtrisant notamment l'offre politique, c'est-à-dire en ayant des partis qui se font le relais de la politique bourgeoise. Pour donner un exemple simplement par rapport à ce lien entre bourgeoisie et même élus locaux, on sait maintenant qu'un bourgmestre sur 8 entretient des liens avec des promoteurs immobiliers. Et donc, ça démontre bien ce lien qui existe en fait entre politique locale, c'est-à-dire les personnes, notamment les communes qui ont comme compétence le logement, et en fait les magnats de l'immobilier qui ont à cœur en fait d'augmenter notamment la valeur du foncier, d'augmenter la valeur des terrains et de prendre toujours plus de terrain sur la nature pour pouvoir engranger des profits via des nouvelles constructions, des villas à 4 façades, etc., etc. Donc tout ça évidemment donne une impression à la population qu'on se fait un peu avoir et que c'est un peu toujours la même soupe. Et en effet, c'est en partie le cas parce que notamment il y a ces liens avec le pouvoir économique, même à un niveau local. Je t'en prie, vas-y. Je t'en prie. En fait, moi, j'allais poser une question. Tu parles d'un vote, de partis qui sont liés au milieu bourgeois. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi commencer à parler d'un bloc bourgeois parmi les partis traditionnels ? Parce que notamment, on l'a vu à Bruxelles où ça a été fort, il y a eu directement une alliance entre PES et MR dans de nombreuses communes, après que Paul Magnette ait annoncé vouloir faire les coalitions les plus progressistes possibles. Est-ce qu'on ne voit pas d'une certaine façon un bloc bourgeois constitué des sociaux-libéraux et des libéraux autoritaires qui se constituent autour de leur attrait commun à être une caste politicienne au sein de la population belge ? En fait, il y a des différences entre le MR et le PS, mais fondamentalement, ce sont des partis qui défendent le statu quo et l'ordre actuel des choses dans la société telle qu'elle fonctionne maintenant et dans l'organigramme des pouvoirs tel qu'il existe maintenant. Tu parlais des promoteurs immobiliers. Il y a des journalistes du journal, du site d'information flamand Apache, c'est ça, qui ont, et notamment Le Loup, qui ont souligné les liens entre les promoteurs immobiliers et l'administration NVA à Anvers. On trouve aussi des gens du PS, et notamment Alain Matteau, dans ces sphères où finalement les villes sont bradées à des promoteurs immobiliers. Et donc, en fait, la politique dominante menée par les partis dominants, par les partis classiques, finalement, c'est celle de la classe dominante, c'est celle de la classe sociale qui dispose des leviers économiques, des leviers de pouvoir. Ça ne veut pas dire que cette classe est toujours du même avis sur tout. Il y en a qui estiment que là maintenant, il y a une opportunité à saisir. On a la droite qui a gagné les élections, y compris au niveau de la région wallonne, puisqu'on a une majorité qui est constituée du MR et des engagés, ce qui était une surprise pour tout le monde. Et il y a une partie de la classe dominante qui se dit, là,
on va y aller, open bar, l'opportunité est à saisir et on va drastiquement changer les relations de force dans ce pays. Il y en a une autre qui se dit, en même temps, la classe travailleuse en Belgique, elle est très organisée. On a un taux de syndicalisation qui est très élevé. La machine syndicale, même si la direction syndicale et l'appareil syndical sont un peu trop timides, manquent d'audace par rapport aux enjeux qui sont aujourd'hui, ça c'est très clair. Mais c'est quand même un sacré mastodonte. Et quand ce mastodonte se réveille et se met en marche, c'est une sacrée force qui est quand même dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est cette couche de la classe dominante qui veut y aller. C'est pas simplement une question de volonté, c'est aussi une question de réagir par rapport aux multiples crises du capitalisme aujourd'hui. Et il y a une situation économique, il y a une situation géopolitique, etc., qui pousse à aller à l'offensive sur les acquis des travailleurs et des travailleuses. Et le problème, c'est quand on n'a pas une alternative et une riposte suffisamment forte par rapport à ça, on laisse le mécontentement, on laisse la colère sociale être utilisée par l'extrême droite. Du côté francophone, c'est la trumpisation du MR, avec la politique de provocation systématique de Georges-Louis Boucher. C'est pas encore l'extrême droite, mais c'est clair que, d'une part, il y a tout un tas de personnes d'extrême droite qui lorgnent vers le MR, et d'autre part, la trumpisation du MR et la politique qui est menée, elle banalise le racisme, elle banalise la haine de l'autre, que ce soit la personne migrante, que ce soit la personne au chômage. Ça banalise en fait tout un tas d'éléments qui peuvent ouvrir la voie à des forces d'extrême droite structurées. Et alors en Flandre, ça c'est quand même un des éléments fondamentaux de cette campagne aussi, et de l'issue de cette campagne, c'est d'une part Aninov, l'extrême droite qui a une majorité absolue avec Forza Ninove, et d'autre part, le cordon sanitaire qui a été brisé à Randst. Alors c'est intéressant, encore une fois, parce qu'on parlait des promoteurs immobiliers. À Randst, la vieille administration avait été mise de côté aux élections de 2018 pour une succession de conflits d'intérêts absolument infâmes. Les chiffres existent sur le bourgmestre ou des échevins qui n'ont pas pu participer à des séances du conseil communal pour conflits d'intérêts, mais c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois que ces conflits d'intérêts étaient là. La majorité qui a suivi de 2018 à aujourd'hui, finalement, c'est une majorité qui n'a pas mené une politique de rupture et de changement pour améliorer les conditions de la population. Et finalement, ici, on a eu le Vlaams Belang qui a servi la soupe en fait aux vieux crocodiles pour leur permettre de revenir. Donc ça aussi, c'est un des éléments. Le Vlaams Belang et l'extrême droite de manière générale, quand ils font campagne contre la corruption, quand ils font campagne contre les vieux crocodiles de la politique dominante, dès qu'ils ont l'occasion de leur dérouler le tapis rouge et de leur permettre de revenir, en fait, ils le font. Ça, c'est l'enseignement de Randst. Et ça ne se limite pas à ça, évidemment, parce que ça va être une politique aussi extrêmement raciste au niveau local qui va être menée. Et justement, par rapport à la perspective de deux gouvernements avec le Vlaams Belang, d'un côté à Dinov et de côté à Randst, est-ce que ça n'oblige pas les antifascistes, et notamment en Wallonie, donc la CAB, la coordination antifasciste de Belgique, à justement aller chercher des interlocuteurs là-bas pour mener la lutte sur place? Oui, alors ça, c'est quelque chose de très important qui existe aujourd'hui, qui est une première en une trentaine d'années, et en termes de longévité, c'est déjà une première tout court. C'est cette coordination antifasciste de Belgique, qui est une coordination nationale qui regroupe des organisations antifascistes, des groupes antifascistes locaux, et il y en a qui se sont créés sur la dernière période jusqu'au Luxembourg, ce qui est une première à mon avis. Quand tu parles du Luxembourg, c'est la province ? Oui. Ah ouais ? Avec un magnifique logo. Moi, j'ai toujours cru que j'étais le seul à gauche au province du Luxembourg, donc tu m'apprends qu'il y a des antifascistes là-bas, mais c'est fou. Il y en a. Il y a eu un nouveau groupe qui a été créé il y a quelques semaines à Verviers, donc il y a une dynamique qui est là. Et en Flandre, c'est clair que il y a
l'apport d'antifascistes francophones, c'est quelque chose d'important pour soutenir les dynamiques locales. Comme on l'a encore connu le 21 septembre, il y avait une manifestation contre le Voorpost. Donc le Voorpost, c'est un groupe d'extrême droite dur, violent, qui avait notamment pris d'assaut un centre pour demandeurs d'asile pendant l'été, hein, donc qui a été intimidé des enfants. Voilà, c'est ça aussi la politique de l'extrême droite. Ils organisaient une marche en soutien en fait, à la campagne du Vlaams Belang à Anvers. Il y a une mobilisation antifasciste qui était plus nombreuse qu'eux, et c'est très important. C'était 300 personnes, avec un bon apport de francophones aussi. Et c'est important de reconstruire ces dynamiques locales, et effectivement. C'est important de reconstruire aussi la confiance en une riposte, après des années d'offensives dans les médias et dans la politique, avec un racisme décomplexé qui est tout le temps de mise avec le Vlaams Belang, évidemment, avec la NVA, évidemment, mais aussi avec Vooruit, le parti de Conor Rousseau, hein, qui défend, par exemple, la politique de pushback, c'est-à-dire que les personnes migrantes qui arrivent en Méditerranée, il suffit de les repousser à la mer, et puis voilà. Ça, c'est la politique de Vooruit, l'équivalent du PS flamand. Donc c'est contre tout ça qu'il faut aller. Et on va devoir effectivement regarder comment soutenir toutes les initiatives antifascistes locales et toutes les protestations qui peuvent venir contre la politique que l'extrême droite va mener là-bas. À Ninove, c'est très clair, ça va être une politique extrêmement répressive, avec l'utilisation de sanctions administratives communales dans tous les sens, et de travaux d'intérêt général obligatoires pour les personnes qui font appel au CPAS. C'est ça, là aussi, la politique d'extrême droite. Antisociale. Profondément antisociale, profondément antiraciste. Et ça faisait partie des propositions de Georges-Louis Boucher à Mons, le travaux d'intérêt généraux aussi, pour les gens qui sont soumis au CPAS. Je me souviens bien. Ou alors je confonds, c'est carrément ce qui va nous arriver sur le coin de la tête bientôt. C'est une des mesures qui est discutée, effectivement. C'est de conditionner des allocations à des travaux d'intérêt généraux, des travaux dans les services communaux, ce qui peut vouloir dire aussi que tu peux perdre ton emploi dans un service communal et puis te retrouver à devoir faire le même travail, mais pour une allocation de chômage dans du travail forcé. Ça fait partie de la logique de la droite actuelle, que ce soit au niveau du MR ou que ce soit au niveau de la NVA. Et justement, donc, si on parle de l'autre côté de l'échiquier politique, parce que c'est aussi intéressant de voir le PTB, il y avait énormément d'attentes, il y avait beaucoup de gens qui se disaient, voilà, il y a eu une percée le 9 juin pour les fédérales, les régionales, et donc il y avait possibilité de refaire la même pour les communales. Je me souviens, à Manifesta, il y avait de grandes ambitions, hein. L'idée, c'était de doubler le nombre de représentants du PTB. Finalement, ça n'a pas été aussi impressionnant. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation qui n'a pas été à la hauteur des attentes? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu lié au fait que la campagne du PTB, en tout cas, si je parle ici pour Liège, elle a été un peu classique, en fait, par rapport à une campagne un peu plus dynamique, où on implique les membres, etc. Est-ce que ça n'a pas été un peu trop plan-plan, un peu trop classique comme campagne, pour justement réussir à challenger le MR notamment, les provocations du MR, etc. Mais c'est une question importante, parce qu'évidemment, la gauche radicale doit s'occuper de la question des élections et doit la lier à la lutte sociale. Et en fait, ça, c'est un élément qui a cruellement manqué. C'est pas une question qui se limite au PTB, d'ailleurs. En fait, ça fait 1 an que les luttes syndicales et les luttes sociales sont un peu mises sur pause. Il y a eu, de la part d'une partie des sommets syndicaux, en fait, un peu cette idée, on ne va pas troubler le jeu électoral. Sauf que si c'est pas par la lutte collective qu'on tape du poing sur la table pour nos droits, en fait, on laisse l'espace à des recherches de solutions individuelles. En fait, c'est là-dessus que le MR a joué, hein, dans les dernières aux élections de juin. C'était, voilà, on veut un différentiel de 500 € entre l'allocation de chômage et un contrat de travail. Alors déjà, cette différence, elle existe. Donc, ils ont réussi à faire une campagne sur un mensonge absolument dégueulasse. Mais en plus, en fait, c'est ce qu'il faut amener, c'est la lutte pour déjà des allocations sociales qui sont supérieures au seuil de pauvreté, hein, parce que c'est ça dont on parle quand même. Les allocations sociales sont en dessous du seuil de pauvreté. Et d'autre part, s'il y a un problème au niveau des salaires, réglons-le au niveau des salaires.
réglons-le par une lutte collective pour un meilleur salaire minimum. Il y a des gens dans ce pays qui travaillent officiellement à 11 € de l'heure et quand on voit l'augmentation, l'inflation, l'augmentation de tous les prix, etc., c'est absolument abominable dans un pays aussi riche, soi-disant, que la Belgique. Et pour une lutte d'ampleur de tous les salaires. En fait, quelque part, le MR a réussi à se présenter un peu dans les élections comme un peu un élément disruptif, comme étant un peu un outsider, celui qui tapait un peu sur la table sur des questions quand même de valeur travail. Bon, il faut rappeler quand même que la première mesure du MR avec les engagés à la région Wallonne, c'est la suppression des droits de succession, hein, donc c'est valeur travail, etc. Mais c'est quand même l'héritage. Mais l'héritage, c'est mieux. Le travail, c'est l'héritage, c'est mieux. Ça, c'est quand même un des premiers éléments. Mais c'est aussi un espace que la gauche politique et syndicale lui a laissé. Si on avait eu, donc on a Jérémia avec nous ici, qui a participé à de nombreuses manifestations et de nombreuses grèves de l'enseignement, une des dernières en date avait pour slogan « On s'en souviendra en 2024 », et puis il n'y a plus rien eu, et pendant des mois, c'était un peu... toute la frustration par rapport aux problèmes qui s'accumulent, elle avait été laissée sur le champ électoral, où le MR a réussi quelque part à détourner la colère et à dévier la colère, et quand on n'a pas une idée de la manière dont collectivement on peut taper vers le haut, alors on a tendance à regarder vers ce qui semble un peu accessible. Et parfois, le voisin qui semble gagner 100 € de plus avec une allocation, c'est lui qui va se prendre les coups. Et là-dessus, c'est un gros point, et c'est vraiment le point à insister, c'est que une campagne électorale sans lutte sociale, c'est une campagne électorale qui ouvre plus le boulevard à la droite parce que les médias, ils sont quand même plus à droite. Et moi, je trouve qu'un bon exemple de à quel point la lutte sociale, elle peut amener des résultats électoraux parfois étonnants. Par exemple, ici à Liège, par rapport à la lutte pour Gaza et aussi à Anvers, ça a joué un rôle. Donc le fait qu'il y avait des manifestations pour Gaza où le PTB était présent, moi je pense dans la jeunesse, ça a vraiment joué un rôle en disant voilà un parti qui se mouille un peu. Très Évidemment, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais dans lequel ils se sont mouillés et où ça a eu un intérêt. Mais évidemment, l'idée, c'est pas seulement d'être un relais, comme ils disent, Parlement rue, c'est aussi en fait de stimuler la lutte des classes, de stimuler la rue, quoi. Très certainement. En fait, tu fais bien de le mentionner. Le PTB arrive en deuxième position à Anvers. C'est pas rien. Avec 20%, c'est pas rien. Le PTB devant le Vlaams Belang dans son bastion à Anvers, c'est pas rien du tout. Et c'est quelque chose qui est certainement lié à la lutte autour de Gaza, la lutte contre les génocides. À Liège, par exemple, il y a des figures aussi, des camarades du PTB qui ont eu de bons scores et qui ont été très impliqués dans ces mobilisations-là. C'est pas un hasard. Et maintenant, plus était très certainement possible. Durant toute la dernière législature, à Anvers par exemple, où De Wever arrive quand même avec 37%, pendant un moment, en fait, il y avait un peu cette idée, et le PTB est entré un peu dans cette idée, est-ce que Bart De Wever, la tête de liste de la NVA, va être première, ou bien alors est-ce que ça va être la tête de liste du PTB? Bon, il y a quand même une différence de 37% pour l'un, 20% pour l'autre, mais ce qu'on doit aussi regarder, c'est que durant les 6 dernières années, finalement, il y a eu tout un tas de politiques, de luttes locales sur des éléments antisociaux de l'administration NVA, notamment au niveau de la gestion des sans-abri. Maintenant, c'est GKS, c'est un groupe de sécurité qui s'occupe de la gestion des sans-abri. Ça donne un peu une idée de la direction du projet de société absolument inhumain, du projet de jungle en fait, que représente la NVA. Mais il n'y a pas eu de lutte d'ampleur, de lutte globalisée. Et ça, souvent, c'est quelque chose un peu qu'on doit souligner. C'est cette manière de voir la lutte sociale et les élections, et les parlements, etc., comme étant quelque chose de dissocié. Il y a très fortement ça chez les camarades du PTB, et c'est quelque chose qu'il est urgent de revoir maintenant, c'est de voir comment on ne va pas simplement être le relais de la lutte, mais on doit la stimuler. On doit la stimuler. Et par exemple, aujourd'hui, imaginons un peu... le PTB, c'est une organisation qui a des milliers de membres, plus de 20 000 membres, qui dispose de groupes d'action locaux. Si toute cette machine qui a été utilisée à plein pendant les élections
pouvait être utilisé maintenant pour développer un réseau de résistance sociale avec des comités d'action locaux, etc., pour lutter contre les différentes mesures d'austérité à tous les échelons de pouvoir et pour pouvoir construire une lutte dans la rue et dans les entreprises qui serait capable, en fait, de redonner un peu aussi confiance, espoir dans la lutte sociale et commencer à en fait, donner une idée d'une riposte sérieuse et pas simplement « attendez ». Dans 5 ans, aux prochaines élections, vous allez voter pour nous et vous allez voir, ça va tout changer. Parce que ça fait rêver personne et c'est une solution pour personne. Et c'est un point aussi, effectivement, qui était visible dans la campagne à Liège, par exemple, toujours de votre côté. Oui, mais bon, qui va faire... Il était mis ça sur les affiches. Qui était mis ça sur les affiches du PTB, c'était un peu le slogan de campagne. Qui ne va pas mettre ça sur son affiche ? Le MR va prétendre ça. C'est quelque chose qui finalement donne assez peu d'idées de contenu. Et ça aussi, et c'est une question sur laquelle qu'on doit aborder aussi, c'est important. C'est une question. Il y a la lutte, mais il y a aussi une question de contenu politique, et un contenu politique qui doit être à hauteur des besoins et où on ne doit pas se limiter nous-mêmes à ce qui semble possible dans les étroites frontières de l'état actuel des choses. Puis, si on revient aussi sur les différentes campagnes qu'on a vécues il n'y a pas longtemps, donc on a eu la régionale, fédérale, provinciale et compagnie, et donc on peut déjà voir un peu les différents éléments de langage, si on veut, et les différents arguments qu'ont développés les différents partis. Et le PTB, c'était pas très très lisible. Ils mettaient souvent en avant leur travail à Zelzate quand ils étaient dans la majorité avec Vorreut, majorité qu'ils ont perdue. Mais on a aussi ce qui a fait beaucoup, je pense, pendant ces campagnes précédentes, c'est le MR qui a réussi à se distinguer des autres partis parce qu'il avait un avantage de taille, c'est qu'il était face au PS. Et le MR a travaillé à fond sur cette opposition avec le PS en disant 50 nuances de gauche, en attaquant son partenaire de toujours, et pour finalement... se présenter comme l'opposition, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'ils se sont rachetés une image, parce que pour rappel, ça fait depuis 25-30 ans que le MR est au gouvernement régional et que notamment ils participent à ce qui se passe dans plein de villes qui sont considérées comme socialistes. La mise sous tutelle actuellement de la ville de Liège, ça a été sous un échevin des finances MR, donc ils participent aussi à ce qu'ils critiquent, mais comme ils sont pas dans la majorité, ils ont essayé de passer un peu en tsum-tsum. Et il y a un truc qu'on peut remarquer aussi avec les différents éléments de langage qu'ont développé le PS, c'est que le PS, après sa débâcle des élections régionales où le MR et les engagés sont passés devant lui, ils ont axé leur campagne de communication sur les attaques pour attaquer les différents points du programme de l'Arizona. Et ils ont bien fait, ils ont eu des critiques qui étaient valides dans certains cas, mais dès la fin des élections, ils ont commencé à construire les coalitions avec l'EMR, notamment à Bruxelles, malgré toutes les attaques qu'ils ont faites, quoi. Donc, un des gros problèmes qu'on a à gauche, notamment sur ces questions-là, c'est que le PS, c'est un peu notre pire ennemi. Notre pire ennemi dans le sens où il décrédibilise tout le travail qu'on fait à gauche, parce que le principal représentant de gauche n'arrive même pas à faire des coalitions progressistes dans la région qui a voté le plus progressiste de Belgique. Donc ça fait que finalement, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la gauche quand le principal représentant, c'est Paul Magnette qui nous avait promis des coalitions les plus progressistes possibles, et que finalement, ce qui nous a été livré, c'est PSMR, les deux faces d'une même pièce, quoi. On avait eu cette discussion déjà en 2018, donc quand à Liège, il y a eu en fait une possibilité pour le PTB de monter en majorité avec le PS. Et la question, elle reste toujours la même. C'est l'unité de la gauche. Donc quand on parle d'un front unique pour la gauche, etc., c'est toujours la question du programme. C'est avec quel programme ? Et notamment, ce que Nico a dit est tout à fait valide, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour appliquer ce programme dans le cadre étroit notamment du CRAC. Donc ça, il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, le CRAC, c'est le sorte de FMI wallon, c'est-à-dire c'est eux qui mettent sous tutelle des communes qui sont déficitaires
pour dire attention, maintenant on va ingérer dans votre gestion pour que vous mettiez en place des programmes d'austérité pour revenir soi-disant à l'équilibre. Rien que de remettre en cause le crack, c'est un énorme élément. Parce qu'en fait, actuellement, par exemple, Liège et d'autres communes, je sais bien que Charleroi est aussi concerné, Mons également aussi, toutes ces communes-là, en fait, n'ont pas toutes les manettes. Donc, même, imaginons un gouvernement PTB, PS qui arrive au pouvoir à Liège, le crack peut tout à fait dire « Nous, on ne finance pas vos mesures. Vous voulez augmenter les pensions du personnel communal ? On ne finance pas. Vous voulez augmenter le nombre de logements sociaux ? On ne finance pas, etc., etc. » Donc en fait, tout ça montre que l'opposition politique de gauche, elle ne doit pas uniquement se faire dans les urnes, elle doit aussi se faire dans la rue, parce que le rapport de force, il se fait aussi, en fait, énormément via la rue. Et en fait, je pense qu'un exemple de ça, c'est ce dont tu peux parler après si tu veux bien. Je ne te force pas, parce que je vois que tu l'as devant toi. C'est un peu l'exemple de Liège, où il y a eu des luttes justement contre des programmes d'austérité au niveau communal qui sont intéressants à observer, parce qu'on voit là que la classe ouvrière en action, elle peut aussi renverser ce rapport de force qui nous est défavorable a priori. Alors... C'est un gros morceau, je crois. Oui, c'est un grand morceau, et finalement, ça s'est pas bien terminé à Liège, mais par contre, il y a un autre endroit où ça s'est bien passé. Mais pour donner un peu une idée, parce qu'en fait, cette question du contenu, elle est importante. Je pense que le PTB a été sous une pression énorme de la part, notamment du PS, sous cette idée, ils prennent pas leurs responsabilités. En fait, c'est quasi le dernier argument qui est resté au PS, c'est « Bah oui, mais voter pour le PTB, c'est voter pour quelqu'un qui va toujours être sur la ligne de touche. » Attends, l'argument d'Ahmed Laouej, c'était « voter PTB, c'est voter MR ». Voilà. Alors qu'à C'est encore Bruxelles, pire. c'est encore pire, parce que C'est encore pire. t'as voté PS, t'as fait monter le MR à Bruxelles maintenant. C'est... oui. Il fallait comprendre l'inverse, en fait. Et peut-être, juste là-dessus, c'est vrai qu'il y a une grande hypocrisie. Le PS qui fait campagne sur l'Arizona et puis après qui s'embrasse d'aller vers le MR. On a ça aussi au niveau d'écolo. C'est scandaleux, mais à Watermal-Boisfort, le écolo a choisi de s'allier finalement avec le MR et de donner le majorat à Marie-Christine Marguem qui devient bourgmestre. Marie-Christine Marguem, c'est celle qui avait dit il faut prolonger tout ce qui est possible en termes de nucléaire pour calmer les marchés. Donc c'est absolument incroyable d'avoir ça. Alors il y a des différences, il y a des réalités locales différentes au niveau des colos, mais c'est clair qu'il faut absolument se distancier de ce type de gauche où finalement tu fais campagne sur quelque chose et une fois que le vote est terminé, allez, on va regarder quand même comment est-ce qu'on peut se partager les postes entre copains, quoi. Et alors, l'autre élément sur le contenu, c'est que c'est vrai, cette tutelle régionale, c'est quelque chose de très important. Il y a 11 communes bruxelloises sur 19 qui sont sous un plan de redressement financier du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le FRBRTC. C'est plus facile en Wallonie, c'est le CRAC. C'est le comité régional d'aide aux communes, qui est en fait une sorte de FMI wallon. Il y a encore 66 communes qui sont actuellement sous tutelle financière du CRAC. Et la situation des communes, elle va pas s'améliorer. Bon, les communes ont déjà subi l'impact des inondations, l'impact aussi de tout un tas de mesures, de mesures antisociales, parce que beaucoup ont un impact sur les communes directement. Sur le CPS notamment. Sur le CPS, tout à fait. J'ai parlé, ou Jérémia, c'est toi qui as parlé, je ne sais plus, de cette limitation dans le temps des allocations de chômage. Donc c'est 90 000 personnes qui vont se retrouver vers les CPS. C'est quelque chose d'énorme. Et il y a aussi les pensions des fonctionnaires communaux, puisque les communes, c'est les seules à payer elles-mêmes leurs pensions, et où il y a ce qu'on appelle la bombe des pensions qui arrive, et il y a tout un tas de questions de financement qui vont se poser. Dans ce cadre-là, se limiter à dire « Tiens, on va essayer de rentrer dans une majorité communale et prendre une ou deux mesures phares, comme la suppression de la taxe urbaine, la taxe sur les sacs poubelles, ce qui serait déjà le bienvenu pour beaucoup de gens, hein, ça c'est très clair. On vient de recevoir cette facture-là maintenant, ça ne fait jamais plaisir. Mais en fait, on doit quand même pouvoir aller au-delà. Et il n'y a aucune organisation de gauche, soit de la gauche de gouvernement, de la gauche qui se dit de gauche, qui ne l'est plus trop, ou bien de la gauche radicale du PTB, qui a abordé cette question des finances communales et de la dette avec
en fait un refus du paiement de la dette. Alors effectivement, il y a cette lutte dans les années 80 à Liège qui a été très dure, qui a été une lutte de plusieurs années où, je vais pas, il faudrait en fait déjà avoir toute une discussion uniquement là-dessus. Mais finalement, on est toujours un peu dans les conséquences des plans de redressement de l'époque. Il y a eu toute une bataille de tout un tas de secteurs, notamment des pompiers, notamment des éboueurs qui un jour, à plusieurs reprises, ont érigé des barricades de poubelles autour de l'hôtel de ville. Il y a eu une combativité exemplaire avec des grèves qui ont duré plusieurs semaines de la part du personnel communal. Mais hélas, il n'y a pas eu en fait une unification de la lutte autour d'une alternative politique. Contrairement, par exemple, à ce qui s'est passé à Liverpool à la même époque, où là, il y avait un conseil communal, un conseil municipal, travailliste, qui était en fait sous la pression intense d'une aile marxiste en son sein, qu'on appelait la tendance militante, et qui avait poussé en fait et convaincu une bonne partie de la base du Parti travailliste de mettre pression sur les élus pour voter, en 1983, un budget déficitaire. C'est-à-dire qu'ils avaient défendu un budget qui correspondait aux besoins et pas à l'argent qui était permis. Certainement pas, c'est les années Thatcher. Thatcher voulait un peu étouffer les communes. Le jour où ils ont voté le budget, il y a eu 50 000 personnes. Alors 50 000 personnes qui défilent le jour où on vote un budget municipal, généralement, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ça met un peu de pression. Ça met un peu de pression, mais là, c'était pour pousser à ce que cet accord soit signé. En fait, c'est assez extraordinaire. Il y a eu plus de 5 000 logements sociaux qui ont été construits entre 83 et 87. C'est plus que les logements sociaux dans tout le reste du Royaume-Uni sur la même période. C'est pas mal. Il y a eu, alors qu'il y avait des licenciements dans les autres municipalités, ils ont là réengagé du personnel qui avait été licencié avant. Ils ont construit aussi une école et deux hôpitaux, si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment un programme assez ambitieux. Hélas, ce qu'il a manqué, c'est que cette résistance à Liverpool puisse s'étendre dans d'autres communes. Et ça, discuter aujourd'hui de comment on peut utiliser le levier communal pour pouvoir créer un front de communes rebelles. Et avant d'avoir ces communes rebelles, il y a toujours des discussions qui sont en cours maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a jamais été mené dans la campagne. On n'a pas préparé la population au type de lutte qui seront nécessaires maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. On doit reparler d'expériences du passé. J'invite d'ailleurs à aller sur le site du CADTM, le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui avait participé au réseau ACID à l'époque et qui a créé plusieurs articles et un excellent dossier sur la lutte du personnel communal de Liège dans les années 80, et à regarder aussi les exemples de Liverpool et d'ailleurs sur la manière dont on peut aussi agir à l'échelon local pour réagir à des mesures d'austérité et aller plus loin. Et aller plus loin en coordination avec la base syndicale, avec les mouvements sociaux. C'est quelque chose qui est absolument crucial pour aujourd'hui. Du coup, en parlant un peu de stratégie pour maintenant, c'est clair que donc on va vers, comme tu l'as dit, un gouvernement Arizona qui va aller chercher dans la poche des travailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, en tirant les leçons de ces élections communales, de remettre à l'avant-plan, par exemple, la proposition d'une taxe des millionnaires, d'une taxe sur les fortunes, dans la nécessité d'aller chercher de l'argent? Parce qu'évidemment, là, le gouvernement, ce qui est proposé, c'est évidemment d'aller chercher ça dans la poche des travailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut opposer comme programme, comme proposition concrète pour aller chercher l'argent pour boucler le budget, par exemple, notamment via une taxe des millionnaires? Ça avait été proposé par le PTB pour les élections régionales et fédérales. Il s'agissait de 2%. C'était très, très, très peu. Mais ça permettait déjà de récupérer des milliards. Alors, c'est un peu râpé pour cette fois-ci, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement créer, par exemple, avec les camarades du PTB, une campagne sur la question de la taxe des millionnaires, mettre en avant ça sur les lieux de travail, etc. Parce qu'évidemment, moi, je suis dans l'enseignement, donc ici, la déclaration de politique communautaire... lien vers un autre épisode. On parlait de cette déclaration politique où il y a de l'austérité dedans, environ 100 millions par an sur l'enseignement. Ça
ça démontre le fait que l'argent, ils vont aller le chercher de notre côté. Et comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre les collègues? Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement mettre dans les têtes que c'est le fait d'aller chercher ça du côté des travailleurs, non seulement c'est injuste, mais en plus de ça, il y a un paquet de pognon qui reste là, en fait, celui des milliardaires. Et il y en a de plus en plus en Belgique. Aller chercher de l'argent de ce côté-là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer une campagne sur ce thème? Moi, j'allais peut-être repartir de l'exemple de Zelzat, où il y a eu un tax shift qui a été mis en place par le PTB, notamment. Et ils ont eu cette expérience-là quand ils étaient alliés avec Verreuil. Donc, ils ont mis en place un tax shift. Je n'ai pas les détails. Donc, en gros, ils ont taxé les entreprises qui faisaient du bénéfice dans la région pour diminuer la note pour les habitants. Et donc, c'était d'aller chercher justement l'argent là où il est. Et est-ce que, d'une certaine façon, c'est déjà pas grand-chose dans l'état actuel de la situation, mais c'est déjà quelque chose? Est-ce que le PTB ne ferait pas bien de construire sur ce succès-là qu'ils ont eu à Zelzat et qu'ils ont pu mettre en place et qui a fonctionné pour essayer de pousser aussi les bases syndicales, les bases militantes dans les communes à faire pression sur les différents conseils communaux pour mettre en place cette mesure-là, alors que ça n'a pas été mis en place en Wallonie. On dit tout le temps que la Wallonie, c'est des gauchistes. Mais au final, ça a été mis en place dans une commune en Flandre. Et ça a eu... de ce que je sais, ça a fonctionné. Donc, pourquoi... il faudrait que le PTB parte de ses succès pour construire pour la suite, pour donner une motivation à la population pour pouvoir avancer dans la lutte et les inviter à rejoindre ces différentes luttes. Parce que il y a une façon aussi de réenchanter la politique, on va dire. C'est une phrase toute faite que tout le monde a déjà entendue, mais avoir des victoires de temps en temps, même quand elles sont minimes, comme ce tax shift, il faut construire là-dessus, motiver les gens et les ramener dans la lutte sociale, réapprendre aux gens c'est quoi la lutte sociale. C'est pas seulement s'inscrire dans un syndicat, mais jamais aller aux grèves ou aux réunions. C'est aussi d'avoir une action... une action concrète dans les luttes sociales, notamment en s'engageant au niveau local pour ce genre de mesures. Et oui, et d'autant plus que quand ils ont mis en place ça, ils ont immédiatement eu le syndicat patronal qui les a attaqués. Donc ça démontre aussi à quel point il y a une fébrilité dans le camp d'en face, où dès qu'il y a un peu un gouvernement de gauche ou une petite pression qui est mise, ils paniquent immédiatement. Donc ça démontre le fait qu'on doit avoir un plus grand sérieux dans ce genre de campagne-là et vraiment rendre ça le plus... le plus désirable possible pour les gens, de se dire qu'on veut une taxe des millionnaires, pas seulement, parce qu'évidemment ça aussi c'est une des limites, c'est pas seulement pour payer la dette, parce qu'évidemment l'idée derrière une taxe des millionnaires, c'est d'aller réinvestir ça dans les soins de santé, dans l'éducation, etc. Donc il est hors de question d'utiliser tout cet argent-là pour l'armée, par exemple, ou pour aller faire des guerres impérialistes. Et donc la question c'est aussi à la fois faire des campagnes pour obtenir ce type de revendications ou de taxes, mais en plus de ça, comment est-ce que tu mets en place des comités locaux je pense que c'est la nécessité aussi, des comités locaux qui vont, à tous les moments de l'application de ce type de loi, être attentifs à est-ce qu'ils payent bien? Parce que moi, je me souviens d'un meeting du PTB où j'avais posé cette question-là par rapport à la taxe des millionnaires. Il disait, on va faire un millionnaire on web, enfin l'équivalent du taxe on web, mais pour les millionnaires. Et j'avais posé la question, j'avais dit, oui, mais s'ils ne le remplissent pas? Et en fait, c'est un peu ça la question. C'est comment est-ce que, de manière populaire, tu arrives à imposer ce genre de mesures et en plus, est-ce qu'elles soient vraiment effectives et pas que ça fasse plouf? Parce qu'en fait, les milliardaires, évidemment qu'ils ont des mécanismes, évidemment qu'ils ont des avocats fiscalistes, etc., très compétents autour d'eux, qui leur permettraient d'éviter ces impôts-là. Donc c'est la question de, d'un côté, mettre la pression suffisante pour qu'un gouvernement de droite ait suffisamment peur pour appliquer quand même une taxe des millionnaires, et derrière ça, avoir des comités de vigilance pour que, à tous les moments de l'application de cette loi, non seulement ce soit pas un coup dans l'eau, mais qu'en plus de ça, les politiciens qui les ont fait voter ne retournent pas en arrière. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Zelzat, il y a eu un léger recul du PTB là-bas. Alors cette taxe qui a été imposée sur les entreprises, donc Zelzat, c'est du côté du port d'Anvers, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui dépendent du port qui sont là-bas. C'était clairement un pas en avant, mais pour le reste, durant toute la législature, on a eu un PTB en fait, qui a été très sage et qui a en fait
qui a quelque part orienté les espoirs de changement vers les institutions. Et cette institutionnalisation des aspirations sociales, il faut vraiment y faire attention. On doit pouvoir construire maintenant, en fait c'est important, le mot a été beaucoup dit, construire sur ce qui se passe, etc. On va en discuter avec les camarades du PTB, parce que de toute manière, ce sont essentiellement des camarades du PTB qu'on rencontre quand on va à un piquet de grève, quand on va aux manifestations, que ce soit pour Gaza et pour d'autres choses. Il y a des discussions dans toute la gauche syndicale et politique aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on doit faire, et il y a différents niveaux. Premièrement, parce il peut y avoir une tendance de se dire « Ah, il y a une droitisation de la population, donc c'est foutu. Oulala, l'hégémonie de droite, elle est terrible. Donc rentrons un peu dans notre terrier et on va attendre des jours meilleurs. Pendant 5 ans. C'est absolument pas l'aptitude à avoir. Et en plus, cette droitisation de la population, c'est quand même sérieusement à nuancer. Parce qu'encore très peu de temps avant les élections, tous les sondages mettent en avant qu'un impôt sur la fortune, ça a un besoin, ça a un soutien, c'est extrêmement populaire. Même la NVA, même Bardo-Wever avait dit oui, on sera quand même un peu obligé de faire une sorte de taxe comme ça. Bon, Bardo-Wever, ce qu'il a en tête, c'est d'essayer de présenter un équilibre, un effort, soi-disant un équilibre. On va te couper le bras, mais tiens, regarde, c'est le patron qui va payer l'aspirine. C'est un peu ça. Donc c'est évidemment un piège, mais en tout cas, cette popularité, elle est toujours là. Tout ça n'a pas disparu. Le potentiel de la lutte sociale, il est là. C'est quelque chose de très clair. Et on doit rediscuter de choses comme par exemple le plan d'action de 2014. Alors ça fait déjà 10 ans. Il y a beaucoup de gens probablement qui ont oublié ce que c'était, mais c'était par rapport au dernier gouvernement de droite dure de Charles Michel, où il y a eu un plan d'action en escalade. Donc pas simplement une manifestation Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, et puis après on dit... continuons la lutte camarade sans expliquer comment faire, et certainement sans demander leur avis aux travailleurs, travailleuses. En fait, là, ici, il y avait eu un plan d'action qui était présenté avec une manifestation, une tournée de grève provinciale, et puis une grève générale nationale le 15 décembre. Tout ça en assez peu de temps. La manifestation, à l'époque, c'était le 6 novembre 2014, il y avait 150 000 personnes. Mon père, par exemple, ça lui a pris plus d'1 heure et demie de sortir de la gare du Nord entre le moment où il a quitté le train et où il est arrivé à la sortie, tellement il y avait de monde. C'était une manifestation de masse, la plus grande manifestation syndicale depuis 1986. La tournée provinciale de grève était réussie, et c'était chaque fois une province flamande et une province francophone, puis ça terminait Bruxelles avant la grève générale nationale. Le port de Gand a été bloqué pour la première fois. Il y avait un succès de tous les côtés. Donc là aussi, quand on parle de deux Belgiques, les Flamands, les Wallons, déjà on oublie Bruxelles et la communauté germanophone là-dedans. Sous-entendu de droite là, au nord, ici, on voyait quand même, sud. sous-entendu, effectivement, il y a une démocratie au nord et une autre au sud. Là, ici, on voyait que, il y en a deux, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui sont capables de bloquer ces moyens de production par la grève. Et ça a été quelque chose de massif. Hélas, après le succès gigantesque de la grève du 15 décembre 2014, les directions syndicales ont pris peur, quelque part, de ce qu'elles avaient déclenché. Il y avait un peu l'idée, et si on fait tomber le gouvernement, ça va être pour faire quoi ? Et alors, il y a eu cette entourloupe qui est arrivée d'un tax shift. On va faire un virage fiscal. Et ça, de manière générale, dans une lutte syndicale, quand on commence à parler uniquement de fiscalité, ça sent le sapin. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. 1 an plus tard, on a eu finalement ce tax shift qui était, encore une fois, une taxe, un transfert de richesse vers les actionnaires et leurs amis, qui sont les premiers vrais profiteurs, en fait, sur le dos de la population, des travailleurs, des allocateurs, allocatrices sociaux, etc. Donc, au-delà, on doit garder en tête aussi que, en fait, cette question d'une meilleure fiscalité et d'un impôt sur la fortune, on doit toujours la lier à une lutte, à un contrôle de la base. Tu fais vraiment bien, Jérémia, de parler de cette question de comité de base, de l'auto-organisation. En fait, l'auto-organisation dans les campus par les étudiants sur la question de la Palestine, c'était un des éléments extrêmement forts. Ouais, ça a solidifié le mouvement, cette démocratie de base, les assemblées générales, c'est quelque chose qui a permis à ce mouvement historique
d'occupation étudiante en Belgique, parce que ça n'est jamais arrivé quelque chose comme ça. C'est bien aussi de rappeler quand même les éléments positifs des luttes. Ça a permis de tenir, y compris à travers les examens. Ce que je n'aurais jamais imaginé personnellement, et je suis très content de m'être planté là-dessus. Donc cet élément d'auto-organisation, il est absolument fondamental pour l'avenir des luttes sociales. C'est aussi quelque chose qui a manqué en 2014, mais 2014, ça a montré aussi un peu le type de lutte qui est possible. Et derrière le mouvement ouvrier, c'est tout le monde qui s'est mis. Il y a eu l'association des avocats qui a déclaré des choses, etc. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, discuter, alors oui, d'un impôt sur la fortune, mais aussi de ce qu'on fait pour éviter la fuite des capitaux. Il y a moyen d'avoir des exit tax, il y a moyen aussi de dire, tu peux t'en aller, mais par contre, tes possessions, elles restent ici. On exproprie ceux qui veulent organiser la fuite des capitaux, etc. Parce que justement, dans ce débat-là, souvent, on va dire « Ah, mais c'est irréaliste, maintenant, tout est virtuel. » Ouais, mais leur manoir, leurs entreprises, elles sont bien réelles. Donc ça, on peut les saisir. Oui, il y a aussi des choses qui peuvent être faites de toute manière par le FPF Finance déjà. C'est pas... En fait, c'est simple de se barrer avec la thune à partir du moment où on te le laisse faire. Hein. Et là, ici, c'est l'attitude des gouvernements. Donc, il y a déjà des choses à faire. Et on doit avoir des discussions avec le personnel, les travailleuses, travailleurs de SP Finance pour voir un peu ce qui peut être possible. Mais sinon, effectivement, il faut avoir l'arme de l'expropriation, la socialisation, la collectivisation des biens pour pouvoir répondre aux nécessités sociales. Et là-dedans, le refus absolu de rembourser la dette publique, sauf sur besoin prouvé. S'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la merde, si on ne lui rembourse pas, mais bon, soyons sérieux, c'est majoritairement des banques, des fonds spéculatifs, etc. Tout cela, ils ont déjà suffisamment profité et on n'a pas à leur donner un cent et ça va être une question fondamentale pour la lutte à venir. D'ailleurs, c'était une question déjà sur la lutte à Liège. J'ai retrouvé les chiffres que je cherchais tout à l'heure. Donc, la lutte de Liège, elle a commencé avec une crise de la dette en 82. En premier lieu, la dette de la ville de Liège, qui est toujours un des gros postes pour le budget communal aujourd'hui, elle provient de la reconstruction d'après-guerre. La dette avait été multipliée par 8 entre 45 et 64 uniquement. Mais en fait, pour aider les communes à reconstruire, les gouvernements, ils ne sont pas allés chercher le pognon auprès du capital des entreprises, des holdings, des banques et des gros patrimoines. Ils ont, au contraire, modifié la législation fiscale en leur faveur. Ça, c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose, évidemment. Et les communes sont devenues les proies des banques et des créanciers. Et c'est toujours la question aujourd'hui. Et en fait, là, maintenant... Pour donner un exemple très concret de ce que tu dis, ING qui annonce que le plan Oxygène, donc c'est censé être quelques millions pour juste parer au plus pressé dans les communes, ING annonce là déjà maintenant qu'il ne payera pas l'entièreté de cette somme du plan Oxygène, tout simplement pour faire un rapport de force avec les communes, notamment de Liège, qui ne veulent plus s'y financer. Donc ça montre en fait à quel point les banquiers sont prédateurs évidemment des communes très concrètement. Il ne prêtera pas. C'est prêtera quelque pas. Chose. Donc en fait, c'est pas d'oxygène pour Liège, quoi. Ouais. C'est un emprunt de 350 millions qui avait été demandé pour le plan Oxygène par la région wallonne auprès des banques. Il y a seulement ING qui a répondu favorablement et seulement pour 82 millions d'euros. Et en 10 ans, en plus, il y a 7 villes wallonnes à qui on refuse de prêter de l'argent. Et c'est pas des moindres. C'est Liège, Charleroi, Mons, Ath, Namur, La Louvière et Verviers. Et donc, il y a un manque à gagner déjà de 268 millions. Donc, ça donne une idée du type de combat qui sera nécessaire. C'est un combat qui, en fait, doit ouvrir la voie à une véritable transformation de la société. Face à toutes les crises que la société subit aujourd'hui et dont énormément sont en fait réductibles simplement à la question qu'on est dans un système d'exploitation et d'oppression et que tout roule uniquement pour le bénéfice de l'élite au sommet de la société, la classe capitaliste. Ce système-là, il doit voler dans les poubelles de l'histoire. Il y en a qui vont rigoler en entendant l'expression des poubelles de l'histoire, c'est un truc que j'utilise beaucoup, mais tant pis, c'est pas grave, j'assume. Mais c'est urgent de discuter non seulement de ce qu'on doit faire pour améliorer notre quotidien maintenant immédiat, mais aussi de faire le lien avec le fait que pour pérenniser un quotidien
qui soit réellement émancipateur pour toutes et toutes, ça nécessite obligatoirement de changer de système économique. Et le système économique dans lequel on est, il est finalement très jeune à la taille de l'humanité et il n'y a aucune raison de rester là-dedans, très certainement quand on voit le péril militaire, le péril écologique et les crises sociales qui s'accumulent un peu partout. C'est urgent de poser la question du bien commun, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que l'eau soit privée, que l'énergie soit privée. En fait, Que le logement soit privé. que le logement, en fait, on doit poser la question de beaucoup plus de logements publics, de logements sociaux, etc. Et donc, ça, c'est une question aussi fondamentale. Et on a tendance à se dire, oui, mais bon, si on commence déjà à parler de renverser le capitalisme alors qu'on n'arrive déjà pas à maintenir notre salaire maintenant, mais pour, en fait, parler d'une alternative de systémique, c'est quelque chose qui va renforcer nos combats aujourd'hui et ça nous donne une perspective de la direction vers force. Exactement. Bien Et cette sûr. force, pour nous, c'est ce qu'on appelle le socialisme démocratique et c'est un combat plus urgent que jamais. J'espère qu'on vous a donné de la force dans ce podcast. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, va y avoir du taf dans les 5 prochaines années parce que ça va taper fort et donc il va falloir qu'on soit nombreux. Donc, j'invite tous les camarades auditeurs, auditrices à rejoindre les différentes composantes de la gauche belge pour renforcer le front, on va dire. Parce que oui, syndiquez-vous, rejoignez les syndicats, rejoignez votre association antiraciste locale, votre association LGBTQIA+ locale, parce que eux et elles Ils ont aussi. besoin de force aussi. Ouais, parce qu'il y a déjà Clarinval qui a sorti Transmania, là ça commence à puer un peu sur ces questions-là. Ils commencent à aller choper les paniques morales du voisin, ça va pas aller quoi. Ils copient en plus, ils ont même pas l'honneur d'avoir un peu d'originalité sur le plan européen. Donc, rejoignez les différentes associations que vous connaissez, syndiquez-vous et on vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne lutte, camarades. Là où les travailleurs se battent, nous devons être présents. Mais même là où tu n'as pas la religion au pouvoir, les femmes sont opprimées. Les peuples opprimés ont lutté pour leur liberté, pour leur indépendance, contre ce système d'exploitation capitaliste. Des lieux qui croient à la parole dans la politique n'est qu'idiot sans espoir.